Ok, troisième question. Où vécut Olivier de Serres? Dans la ferme de Roville, dans la ferme de Grignon, dans le domaine du Pradel. C'est les Rhône-Alpins, dans l'Ardèche. On a eu un petit... Ok, vous avez eu une aide là. Merci. Allez, question suivante. Il est considéré comme le père de l'agriculture. Pourquoi? Inventer la charrue, créer le Salon international de l'agriculture, précurseur de la science agronomique. Bon, là, là, on sent quand même que... Ensuite, quel ouvrage il a écrit? Il est toujours édité aux éditions Actes Sud. Ok. Théâtre d'agriculture. Le théâtre d'agriculture et ménage des champs, c'est l'ouvrage d'Olivier de Serres qui est toujours édité. Eh oui. Eh oui. Là, non, mais ça va être un très bon test aujourd'hui pour revoir. Ensuite, l'auteur sur l'agriculture le plus contemporain d'Olivier de Serres, son contemporain, Columel, Charles-Étienne ou Mathieu de Dombasle? Oh, Columel, c'est un auteur antique, vraiment dans les premiers siècles, de notre ère. Donc c'était dans, je ne sais plus, 150, voilà. Et puis Mathieu de Dombasle, c'est au 19e, donc c'était Charles-Étienne. Question suivante. Parmi les innovations d'Olivier de Serres, laquelle lui a permis de rencontrer le roi Henri IV? Le développement de l'élevage du ver à soie, le semis en ligne ou l'introduction des légumineuses? Eh bien, oui, c'est le développement de l'élevage du ver à soie. C'est comme ça que la soie s'est développée dans tout le sud de la France. Parce qu'il a développé le mûrier, il a fait planter des mûriers dans le grand jardin des Invalides à Paris. Ensuite, il reste 3 questions. Les devises d'Olivier de Serres étaient terre, famille, patrie, pays, paysan, paysage, science, expérience, diligence. Oui, science, expérience, diligence. Question 9. Les agronomes français, que vous êtes, se sentent héritiers d'Olivier de Serres. Ça va venir. Alors, il a créé la discipline scientifique agronomie. Il avait un raisonnement d'agronome par son approche systémique, où il a créé l'Ordre français des agronomes. Oui, il n'a pas créé l'Ordre français des agronomes parce qu'il n'existe pas. C'est au Canada, ça. Mais effectivement, il n'a pas créé la discipline parce que la discipline entre sciences a été créée dans les années 1840. Et en revanche, c'était un précurseur. Et donc, c'est le raisonnement agronomique, très bien. Donc ça, c'est Jules qui est pour l'instant en tête. Et puis, suivant, dernière question. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui le domaine historique d'Olivier de Serres? Est-ce que c'est un domaine agricole privé? Est-ce que c'est un centre public de formation et d'expérimentation? Ou est-ce que c'est un domaine touristique? J'espère bien que ça n'est pas quelque chose... Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et donc, on voit Gabriel Baeva. Meilleur pour la fin. Et bravo, Jules. Je ne sais pas quel animal je suis en plus. Merci. Et la conclusion sera donc donnée par Michel Grand, président de l'Académie d'agriculture de France. Oui, vous m'entendez bien? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Donc je voudrais commencer par les remerciements parce que des fois on les oublie, comme a dit Philippe tout à l'heure. Donc merci à Michel Rieux d'avoir coordonné et animé, on va dire, cet événement. Merci à Claire et à Jean-Louis, Claire Angèle Gaillard et Jean-Louis Perrault, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, qui sont bi-appartenants donc, à l'INRAE et à l'Académie. Et merci aux autres intervenants, donc bien sûr Philippe, voilà, qui est aussi bi-appartenant.
et ainsi que Marc et Isabelle, et ainsi que Claude, qui est aussi bi-appartenant donc dans une autre section que la section élevage, curieusement parlant. Et puis je remercie Philippe et l'INRAE pour nous accueillir ici et donc de faire ce travail ensemble, donc de réflexion, on va dire, sur ces questions de durabilité de l'élevage. Bien, donc moi je suis extrêmement satisfait. Alors c'est pas la première fois que je suis satisfait sur ce sujet, parce que aussi bien l'INRAE, donc avec AgriLife et donc comment dire, France 2030, tu l'as bien dit Claire, il y a quand même un très très gros travail sur ces questions, et également à l'Académie, donc il y a eu une controverse l'an dernier, en 2024, donc qui a été coordonnée par un vétérinaire que vous connaissez, Jacques Brulet, avec Jean-Yves Ledéo, sur quelles conditions pour une durabilité d'un élevage intensif. Donc vous voyez qu'on est tous un peu autour du même sujet, et en fait cette controverse a donné lieu à un rapport qui est, qui est pratiquement finalisé et que vous trouverez sur vos écrans très bientôt. Donc moi, ce dont je suis très satisfait, je le dis à tous les intervenants, c'est que suite aux critiques via les médias, via la société, etc., vis-à-vis de l'élevage, eh bien, nos scientifiques, nos professionnels, nos éleveurs se posent des questions. Et ça, Jean-Louis, tu l'as remarquablement bien transcrit avec tes points de couleur noire et tes points de couleur bleue, c'est qu'il y a les plus et il y a les moins. Et ce qu'on aimerait, et je conclurai par ça tout à l'heure, c'est qu'effectivement, qu'il n'y ait pas que les moins qui soient retranscrits dans les médias, auprès des pouvoirs publics et auprès de la société. C'est qu'il y a beaucoup de plus, et ça, Jean-Louis, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que tu as dit, mais tu l'as très très bien dit. Bien, donc ça, c'est un point qui me semble effectivement important, essentiel, et donc aussi bien à l'Académie, vous savez que nous sommes des jeunes adultes, avec un tout petit peu d'expérience et de recul, on est capable de réfléchir un tout petit peu sur des questions essentielles, et dernièrement, donc ça a été effectivement les questions de durabilité de l'élevage intensif, ça a été la décarbonation. J'ai adoré ce qu'a dit Marion, madame de tout à l'heure, lors de notre dernière séance sur la décarbonation. Et donc elle a dit, il y a 30 ans, les questions de décarbonation, on va dire, de l'agriculture, mais ça intègre l'élevage aussi, on ne les regardait pas parce que l'industrie était tellement polluante que effectivement c'était négligeable a priori. Mais comme c'est plus facile de mettre des filtres sur des cheminées que des filtres sur les bovins, évidemment maintenant, de manière relative, effectivement l'agriculture devient un problème beaucoup plus qui nous concerne beaucoup davantage vis-à-vis de ces questions, on va dire, de gaz à effet de serre, des questions environnementales, de questions d'intrants, de coût de l'azote effectivement épandu, etc. Donc effectivement, il y a des questions essentielles. Donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit par Jean-Louis et un petit peu par Marc et Isabelle sur, on va dire, les externalités négatives en fait de l'élevage. Hein. Donc effectivement, il y en a. Il faut les penser, il faut les réfléchir, et je pense que ça, vous l'avez très bien fait. C'est-à-dire que, comme Claude, on peut critiquer le fait, effectivement, la filière élevage devient déficitaire et ne fait que s'accroître, mais au moins, je pense qu'on a un constat très détaillé des grandes questions qui se posent à l'élevage. Ça, je pense que ça a été bien fait, que ce soit sur les risques sanitaires, que ce soit sur la problématique du renouvellement des exploitations, sur les questions du bien-être, sur les questions de la souveraineté alimentaire, sur les enjeux environnementaux. Marc, tu l'as extrêmement bien souligné. Donc tout ça me semble vraiment extrêmement important. Donc, alors il y a des éléments positifs, énormément, donc comme vous l'avez montré. Donc, il y a les questions qui sont relatives effectivement au cycle de l'azote et donc aux intrants d'origine organique qui contribuent beaucoup. Il y a les questions bien sûr de prairies et donc vous n'avez pas aussi mentionné le fait que les prairies, effectivement ça retient on va dire les sols, mais ça aussi ça filtre l'eau et donc ça donne lieu effectivement à une eau de qualité et même s'il y a des élevages dessus et même si les sols sont karstiques, comme tu le disais Claude tout de suite, donc vraiment il y a des points importants. Après, il y a les systèmes de production, et vous faisiez allusion tout à l'heure, on va dire, à cette jeune génération non issue, on va dire, du milieu agricole,
Et pour en connaître un certain nombre, moi ce dont je me rends compte, c'est que très souvent c'est des questions philosophiques qui les préoccupent, plus que des questions de reprise d'exploitation familiale. Et donc en fait, vous avez beaucoup de ces jeunes, effectivement, non seulement ils vont faire de l'élevage de volailles, par exemple, pour reprendre Isabelle, mais ils vont vouloir produire et vendre leurs œufs sur le marché. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans le même système économique. Et ça, effectivement, c'est un problème de société actuelle sur la jeune génération qui me semble, au niveau des sciences sociales à l'INRAE, il faudrait sans doute se pencher, parce que c'est un point vraiment important. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on a dit, mais un point sur lequel j'ai titillé Claude Vermeaux-Desroches ce midi, c'est que je me demande, la France est très originale, on va dire, dans ses systèmes de labels, avec ses AOP, etc., etc. Et je me disais, mais est-ce que finalement la France n'est pas préservée justement à cause de ça? C'est-à-dire que les AOP, on a parlé du comté, à l'Académie, on a visité la région de Roquefort, on est allé aussi en Normandie avec l'histoire du camembert, on a bien discuté de ça avec Claude, et je me dis, bon alors c'est aussi vrai pour les volailles, c'est aussi vrai pour un certain nombre de bovins et d'ovins, etc. Donc est-ce qu'on n'est pas finalement préservé des risques à long terme, quoi que t'en dises Claude? Et donc je me rends compte que, parce que finalement quand on dit qu'on est déficitaire et qu'on regarde les systèmes de production animale aux États-Unis, en Amérique latine, quelqu'un me disait que en fait en Argentine, alors qu'ils ont effectivement des surfaces extraordinaires pour faire paître les animaux, et ben finalement on se retrouve, on peut dire, sur des, c'est quoi Jean-Louis qui m'a dit ça, on se retrouve en fait sur des élevages intensifs autour de Buenos Aires. Et donc moi j'y suis pas allé depuis un certain temps, et donc c'est effectivement assez étonnant. Donc peut-être que plutôt que de se dire qu'on est déficitaire vis-à-vis d'un certain nombre de pays, pourquoi pas dire à ces pays, mais regardez comment vous produisez, d'accord? Et peut-être, soyez peut-être un peu plus vertueux, peut-être, ce serait peut-être bien, parce que nous on réfléchit, on se pose des questions. Voilà. Donc je voudrais conclure quand même finalement, donc après avoir remercier tout le monde et vous rappeler que Philippe Mauguin sera avec nous et avec Isabelle Litrico et je crois Carole, c'est ça, à l'Académie d'agriculture le 5 mars pour parler du schéma stratégique de l'INRAE. Donc je vous invite tous à venir et parler de l'Académie, faites-en parler, c'est important, autant que de l'INRAE. Et donc je voudrais juste terminer en vous disant que, alors l'élevage est-il durable? Tu as abordé, je crois, Jean-Louis, la question, ou c'est Marc, en disant, effectivement, est-ce que finalement, il faut arrêter l'élevage? Et donc, on voit bien que c'est complexe et que ça sera pratiquement impossible d'arrêter l'élevage, parce que si on arrête l'élevage, d'une part, on sera malheureux, parce que nous sommes des omnivores, encore pour quelque temps, je pense, et donc aussi, on adore les produits laitiers, c'était bien montré dans les chiffres, et donc, il est nécessaire, que ce soit pour le bien-être humain, que ce soit pour le bien-être de l'environnement et les questions écologiques et de biodiversité, de maintenir un élevage, mais un élevage raisonnable, dans des conditions qui soient acceptables. Et donc pour revenir à Sully, hein, donc c'est un peu éculé, mais bon, tant pis, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Et ben, le labourage, ça nous occupe beaucoup à l'Académie, et le pâturage, ça nous occupe aussi, donc il y a encore de l'avenir devant nous. Merci beaucoup et bravo.